à rentrer dans les cerveaux des gens, à procéder à un vrai lavage professionnel des plus faibles, des plus marginaux, des plus frustrés, et ils les utilisent en bombe humaine. De la même manière qu'une secte peut rentrer dans la tête d'un cadre bien comme il faut, bien logique, et lui faire adopter des comportements complètement irrationnels. Je suis d'accord avec vous, mais ce qui est toujours difficile dans ces discussions, c'est que si ce sont des éléments parfaitement isolés, parce que ce dont on se rend compte dans ces attentats depuis cette année, c'est qu'il n'y a plus d'organisation, ce sont des gens seuls. À Nice, sur les Champs-Élysées et à Manchester. Seul. Non, seul. Moi, cette solitude-là, l'histoire du loup solitaire, moi, je l'ai dit hier sur le plateau, oui. L'histoire du loup solitaire, c'est une mythologie. Moi, je suis assez effaré quand j'entends des gens dire, oui, celui-là, il s'est réveillé le matin, il a pris son petit déjeuner, il dit, tiens, je vais commettre un attentat ce soir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais on constate que c'est pas parce qu'on agit seul, c'est pas parce qu'il n'y a qu'un homme qui a le pistolet dans la main qu'il est seul. Il y a tout un processus. D'abord, il y a des complices logistiques à chaque fois. Là aussi, il y a le temps long dont vous parliez, il y a le temps de l'enquête. Et on découvre petit à petit qu'il y a effectivement d'autres individus. Mais au-delà, pour vous rejoindre là-dessus, il y a aussi un processus qui va de fabrication de kamikazes, un processus de fabrication de kamikazes. Mais sa réponse, c'est pas tellement en termes de secte. Il y a aussi un fond il y a un fond idéologique, il y a une réalité géopolitique. On parlait il y a des titres de une aujourd'hui qui sont aujourd'hui il tue nos petites filles il tue même des petites filles. Mais pourquoi on en arrive là aussi, c'est qu'il y a sur les fronts de guerre, il y a des enfants qui meurent et ils jouent là-dessus dans le processus de recrutement pour dire voilà. Et c'est la leçon à tirer aussi du Bataclan. C'est rappelez-vous les propos du commando qui disait on vous fait ici ce que vous nous faites là-bas. Oui, alors donc c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Je suis d'accord. Rocaille Diallo, on est au cœur de comprendre Daesh. Il y avait un mot qu'emploie Jean-Pierre Chevènement que j'ai trouvé assez fort parce que c'est une notion psychologique. Il parle de ressentiment. Et ça, alors est-ce que c'est une réalité ou pas ? De toutes les façons, le fait les idéologies de Daesh mobilisent chez les gens des choses qui sont de l'ordre évidemment de la psychologie et du sentiment. Ce que je crois, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment s'interroger sur ce qui peut aujourd'hui, pour des jeunes gens qui sont français, qui sont britanniques, rendre séduisantes des idéologies qui sont à la fois mortifères et criminelles. Il faut s'interroger sur le fait qu'on a aujourd'hui des jeunes gens qui ne voient comme horizon seulement la possibilité non seulement de mourir, mais de tuer d'autres gens. Et ça, c'est une question, c'est une interrogation qu'il faut vraiment poser, mais l'ancrer dans notre société aujourd'hui, parce que c'est notre société qui produit des gens aujourd'hui qui sont prêts à eux-mêmes mettre leur vie en danger pour supprimer la vie de leurs concitoyens. Je suis un petit peu réservé sur une autre des expressions qu'a employé Jean-Pierre Chevènement, qui est le monde musulman. Je crois qu'il faut justement cesser de parler du monde musulman au singulier, parce que les musulmans composent en fait un groupe qui est extrêmement composite, qui, on l'a vu, peuvent être tout autant des terroristes que des victimes. La majorité en fait des musulmans qui sont impliqués dans des actes de terrorisme le sont en tant que victimes, et je crois que c'est important de le rappeler. Je suppose qu'il y avait aussi des musulmans qui étaient des spectateurs d'Ariana Grande. Il y en avait à Nice, il y en avait probablement dans les attentats qui ont précédé celui de Nice à Paris, et ça c'est quelque chose qu'il faut répéter. Ces éléments qui sont ces jeunes gens qui sont impliqués dans ces actes de terrorisme, pour moi, interrogent le fait que finalement, aujourd'hui, moi, c'est vrai, effectivement, j'ai beaucoup entendu de gens mobiliser l'idée qu'il y avait un mode de vie qui était ce mode de vie qui était pointé du doigt par les terroristes. C'est ce qu'a dit, par exemple, Anne Hidalgo dans le courrier qu'elle a adressé hier en solidarité à Manchester. Je crois que le mode de vie qui est défendu n'est plus aussi séduisant qu'il l'était auparavant. Je crois qu'on est dans une société qui est profondément en crise idéologie, en crise peut-être spirituelle. Et peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes ont des perspectives qui ne sont pas aussi brillante et j'entends bien que le monde soit en crise. Notre monde en France, il y a sûrement, mais le modèle occidental qui vous permet, vous femmes, de travailler
de gagner moins d'argent que les hommes aussi. Non mais voilà, qui vous permet, vous, de travailler, de faire des études, de conduire votre voiture, de vous marier avec qui vous voulez, d'aimer comme vous voulez. Mais c'est pas spécifique à l'Occident, il y a des pays à majorité musulmane qui le permettent aussi. Je pense à même pays d'origine, le Sénégal. Voilà, j'aurais pu me marier, faire des études, être première ministre, mais c'est aussi au Sénégal, qui est un pays à majorité musulmane. Je réponds à votre argument. Bien sûr. Vous dites, le mode de vie de nos sociétés n'est pas aussi séduisant qu'il ne l'était. Donc je vous réponds. Je pense qu'il y a, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a, je pense qu'il y a un décalage entre la promesse républicaine et ce qu'expérimentent des jeunes. Aujourd'hui, il y a un taux de chômage qui est extrêmement massif. J'entends tout ce que vous dites. Et un désespoir qui gagne la jeunesse. À côté, le mode qui est proposé, c'est un mode où la liberté personnelle n'existe pas ou peu, où les femmes n'ont pas le droit de citer, etc. Et je ne veux pas multiplier les exemples. Donc, dans ce que vous dites, permettez-moi de contrer cela. Bien sûr, nos sociétés sont en difficulté, elles sont en crise, mais elles proposent quand même globalement un modèle où vous êtes libre et ceux qui nous regardent sont libres. Si c'était si vrai que ça, juste pour revenir si c'était aussi vrai que ça, on serait dans un havre de paix. Comment on peut dire que notre modèle, il est opérant, qu'il est un modèle pour les autres qui sont moins bien que nous, que ce modèle permet aussi d'aller faire des guerres, d'aller tuer des gens sur des fronts, et comment vous voulez que ça n'ait pas des conséquences dans des résonances ici, chez nous? Je veux dire, c'était l'enjeu de Charlie. C'était l'enjeu de je suis ou je ne suis pas Charlie. C'était dedans. Cette marche qui avait eu le 11 janvier, tout le monde n'a pas adhéré parce qu'il y avait un spectacle certes, il y a l'émotion, il faut toujours le rappeler, il faut toujours avoir cette sensibilité-là. Mais il faut aussi, aujourd'hui même les victimes le demandent, qu'on vraiment on interroge directement ces problèmes-là. La marche, c'était la mise en scène d'un modèle qui n'est plus égalité, fraternité. Dire, on peut Il y a quelque chose de très péjoratif, je trouve, dans vos mots spectacle, mise en scène. C'était simplement, on peut trouver que c'était un moment de communion et de personnes qui voulaient se rassembler derrière une certaine idée des valeurs et pour les défendre. Bien sûr, mais la preuve qu'il n'y avait pas de remise en question, c'est pas péjoratif. Je fais un constat, je fais de la lucidité. Je ne suis pas dans la moralisation. Mise en scène et spectacle, ce sont des mots qui sont connotés. Il y a la France se regarder dans un miroir qui ne la représente plus. Il faut le dire. Voilà. Bon. Et juste par rapport, je veux revenir sur ce que vous disiez par rapport à notre modèle. Je trouvais ça très intéressant ce que vous disiez sur le fait que des jeunes gens étaient sensibilisés parce qu'on leur montrait que notre pays était aussi impliqué dans le meurtre d'enfants dans d'autres pays. Parce que notre modèle, il est protégé, il est préservé au prix aussi de morts qu'on ne voit pas en fait directement, mais qui sont montrées à ces jeunes gens. Donc moi, je crois que c'est important aussi de rappeler que l'éthique qui est prônée comme étant l'éthique républicaine, elle ne vaut pas pour tout le monde et toutes les vies ne se valent pas. Je crois que ça c'est important de le rappeler parce qu'il y a une morale aussi dans l'idée de protéger, de montrer que finalement, c'est absolument triste ce qui s'est passé à Manchester, mais le visage de cette petite fille-là, ça aurait pu être le visage d'une autre victime de guerre dans laquelle nous aurions été impliqués en tant que Français. Qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, je ne doute pas que vos propos soient commentés, et déjà ils le sont sur HD Pro, et il faut bien comprendre le sens de ce que vous dites et pas déformer, mais c'est vrai qu'il y a des réactions entre guillemets un peu violente. C'est la crise, donc c'est normal que nos jeunes se tournent vers le terrorisme. Témoignage hallucinant. Voilà ce que je peux lire. Incroyable d'entendre certains propos HD Pro. Un attentat ne peut excuser aucun comportement indécent. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais les gens perçoivent ce que vous êtes en train de dire. Certains, en tout cas, pas les gens, bien évidemment pas certains. Et il y a ce type de témoignage. Mon général. Vous n'avez pas encore parlé parce que vous parlerez plus sans doute de la sécurité que sur cet aspect-là, comprendre Daesh. Mais vous voulez intervenir. Je pense que oui, mais les deux sujets sont inséparables. Oui. En réalité, je voudrais réagir sur la question du ressentiment qui a été un mot qui a été employé. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Voilà, c'est de la psychologie. En fait, le ressentiment, je pense même c'est encore plus que du ressentiment. Parfois, ça peut être de la haine. Oui. Pourquoi ? Parce que ces jeunes sont dans une société dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Mais quand vous dites les jeunes, c'est quelques-uns, pas tous. Oui, pas tous. Certains jeunes qui sont en situation difficile, qui se sentent écartés, à qui on a fait des tas de promesses et qui finalement, quand ils font le bilan, ils se disent ouais, mais autour de moi il y a plein de choses, mais moi, qu'est-ce qu'on fait pour moi ? Rien. Donc, ce ressentiment, ils le sentent très profondément. En plus, culturellement, parfois, ils sont un petit peu à cheval, ils n'ont pas trouvé leur place. Et puis Daesh leur donne une occasion d'exister, d'avoir une cause. C'est pas qu'ils
épousent la cause. C'est pas qu'ils ont cette espèce j'allais dire, de mécanisme intellectuel pour prendre cette cause à bras le corps. Simplement, ça leur donne à un moment donné la capacité de crier leur haine à la société dans laquelle ils n'ont pas trouvé leur place. C'est de notre faute. C'est de notre faute parce qu'à un moment donné, on a raté quelque chose. Et nous avons, dans nos cités, dans certains de nos quartiers, beaucoup de jeunes qui sont comme ça, dans le ressentiment, dans la frustration, et ils veulent crier leur haine et ils le font de cette manière-là, à un moment donné où ils ont trouvé sur Internet la capacité de s'exprimer avec une bombe. Bon, nous marquons une virgule, comme nous le faisons chaque matin, et nous poursuivons la discussion. Daesh et les mesures de sécurité, faut-il renforcer la sécurité? C'est nos thèmes ce matin. Nous sommes avec Rokhaya Diallo, qui est journaliste, avec Anne Giudicelli, qui est fondatrice de Terrorisk, R-I-S-K. C'est quoi Terrorisk? C'est une structure de conseil qui existe depuis un peu plus de 12 ans maintenant et qui travaille qui justement essaye de décrypter toutes les crises qui secouent le monde. Et qui fait du risque d'analyse et de la prospective sur les risques. Et vos risques. clients, qui sont vos clients? Plutôt privés. Et Mustapha Tossa, qui est politologue, et puis le général Bertrand Soubelet, qui est ancien patron de la direction de la gendarmerie nationale. Alors, je rebondis sur ce que vous dites et je pose la question à Mustapha Tossa. Parce que vous expliquez au fond, et c'est ça la difficulté, je trouve, lorsqu'on parle des attentats ou d'une personne, vous expliquez par des phénomènes de société ce qui se passe sur un homme. Mais est-ce que tout est explicable? C'est ça qui est... Je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où il y a une forme de fatalité où dans toute société, vous aurez des gens, quoi qu'il arrive, qui sont incontrôlables et que mettre un lien entre l'histoire et ce qui s'est passé à Manchester, c'est vain? Est-ce que la pauvreté et la marginalisation, l'exclusion, la frustration justifient le crime et la violence? Non. Mais est-ce que les politiques suivies par un certain nombre de pays, et là il y a des pays européens comme des pays du Maghreb, des pays du monde arabe, qui créent les conditions, qui fournissent de la main-d'œuvre, qui donnent du cerveau disponible à ces idéologies meurtrières, ça, il y a une responsabilité. Dans des pays où toutes les politiques économiques depuis des années ont tendu vers la création volontaire ou involontaire de ghettos, ça, c'est du tout bénéf pour Daesh et pour les autres. Mais sinon, et moi j'entendais un témoignage ce matin très intéressant, d'ailleurs il faudrait le vérifier, paraît-il que la période que nous vivons en Occident, c'est là où il y a le moins d'attentats depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'attentats dans les années 70 avec les Brigades Rouges, avec le TA ou avec l'IRA, et qu'aujourd'hui, curieusement ou paradoxalement, il y a moins de victimes d'attentats d'il y a 30 et 40 ans. Donc toutes les explications que vous donnez, j'ai envie de dire, on peut les remettre en cause. Il y a moins dans les années 70, on nous dit que les sociétés étaient meilleures. Pascal, il y a moins d'attentats, ça ne veut pas dire... C'est vrai ou pas d'abord? Non, c'est vrai. Mais il y a moins de victimes d'attentats. Il y a moins d'attentats, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de tentatives d'attentats. Parce qu'il faut lire les rapports de sécurité de différents services de sécurité européens. Ils vous disent que nous avons avorté telle tentative d'attentat. Ça veut dire que parallèlement à cette période-là, les services de sécurité ont développé leur manière de travailler, leur efficacité et tout ça. Donc il y en a moins parce qu'on est meilleur dans le renseignement. Voilà. Mais on n'arrive pas à empêcher des attentats spectaculaires qui frappent les opinions, comme ceux de Manchester, comme ceux du Bataclan, comme ceux de Belgique, parce qu'on est dans une logique aussi de communication immédiate. Les réseaux sociaux aussi amplifient le message, amplifient l'émotion. Ce n'est pas les attentats des années 70 où il fallait un temps de latence pour sentir le coup. Là maintenant, c'est dans l'immédiat. Les images que vous montrez sur CNews ce matin de ces jeunes filles, ça frappe, ça crève le cœur immédiatement et ça donne une impression d'immédiateté. Oui, non. Anne Giudicelli. Il y a aussi du terrorisme des années 60 ou 70 qui était une forme de terrorisme national, c'était des groupes plutôt qui s'inscrivaient dans l'extrême gauche à l'époque. Chaque pays européen a eu ces groupes. Eh bien, il y avait une réaction politique qui allait avec. C'était facilement compréhensible parce que c'était un mouvement qui s'inscrivait dans une idéologie et qui avait une application, une forme locale. Ici, ce qui est remarquable, c'est que il suffit, si je puis dire,
qu'un individu utilise un couteau et simplement parce qu'il est musulman et qu'il y a une revendication derrière, alors ça devient une action terroriste qui mobilise autant politiquement, médiatiquement, sécuritairement qu'un attentat qui fait énormément de victimes et qui est terriblement meurtrier. C'est ça aujourd'hui. Donc, nous participons aussi dans nos réactions politiques à cette démesure. Il faut le dire. Mais vous avez parfaitement raison. Mais alors là, c'est-à-dire que la solution, en fait, ce serait peut-être de ne pas en parler du tout. Ce qui a été fait d'ailleurs après l'attentat ou le meurtre de Saint-Étienne-du-Rouvray, où certains journaux avaient choisi de ne pas nommer la personne qui était... c'est pas le nom qui fait... Oui, mais c'était important parce que ceux qui, justement, veulent faire ce type d'attentat, ils ont envie d'exister de cette manière-là. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Beaucoup de réactions ce matin. Rokhaya, je vais vous interroger sur ce type de réaction qui existe fortement. C'est Gold 66 qui dit une immigration de masse dans un pays en récession économique produit de la misère, de la délinquance et du terrorisme. Je ne pense pas. La plupart des personnes qui ont été impliquées dans les actes de terroristes en tant que terroristes eux-mêmes ne sont pas des immigrés, ce sont des personnes qui sont nées en France. L'immigration, c'est le fait de se déplacer dans un pays qui n'est pas son pays de naissance. Donc la question de l'immigration, c'est absolument pas la question. Alors, en tout cas, que veut dire très certainement cette personne, ce sont des enfants de l'immigration. Oui, mais on ne peut pas agir sur des immigrations qui ont eu lieu dans les années 60 ou 70, et je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. Mais dans le mot ressentiment de Jean-Pierre Chevènement, vous ne pensez pas que ce mot justement existait, ces populations qui se sentent, en France notamment, issus de l'immigration depuis les années 70 et qui effectivement se sentent mal aimés, mal considérés et qui nourrissent de la frustration et du ressentiment. Qu'il y ait du ressentiment, des discriminations, du rejet auprès des personnes issues de l'immigration postcoloniale, c'est un fait. Après, ça ne se traduit pas nécessairement en acte de terrorisme. Il peut y avoir un ressentiment qui ne se traduit pas non plus en violence. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont discriminés, qui vivent le racisme au quotidien, le rejet, le fait d'avoir aussi été perçus comme des gens qui ne sont pas des Français à part entière, qui vivent effectivement du ressentiment qui peut être parfois de la haine, mais ça ne génère pas toujours un acte de terrorisme. Donc ça, je pense qu'il faut faire le lien entre les deux. C'est encore une fois pour moi de la manipulation politique. On l'a beaucoup entendu par exemple chez Marine Le Pen qui disait qu'il y avait des Mohamed Merah sur les bateaux. Mohamed Merah n'est pas venu sur un bateau. Et ça vraiment je pense qu'il faut le répéter et le dire et dire qu'il n'y a pas de lien entre les migrants, les réfugiés et le terrorisme qui est un terrorisme qui est produit encore une fois par notre société et qui vient de nos concitoyens. Il y a un point qui relativise aussi cette approche, c'est qu'on trouve dans les réseaux terroristes qui agissent des convertis ou des Français de souche qui n'ont aucun lien avec l'immigration telle qu'on la décrive. Donc ça veut dire que la menace, elle est terrible. Moi j'aimerais pas qu'on termine cette émission sans parler mais le vrai défi, c'est Daesh. C'est vrai, on arrive à avoir des attentats commis par des jeunes ici, mais qui inspire ? Qui manipule? Qui instrumentalise? C'est une organisation terroriste. Et là, qui a subi beaucoup de revers. Qui a subi beaucoup de revers, mais que normalement, logiquement, théoriquement, avec toute la communauté internationale, américains, russes, européens, arabes, pays africains, pays asiatiques qui sont mobilisés, et on se demande pourquoi ils n'arrivent pas à éradiquer cette organisation. Et pourquoi? Parce qu'il y a, chez certains pays, un double jeu, une façade. Quel pays? Surtout les pays limitrophes. Et c'est ça, précisément. La Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ce sont des pays qui se livrent à un double jeu. Officiellement, ils sont pour l'éradication de Daesh et de cette idéologie terroriste, mais dans la réalité, ils en jouent. Et c'est pour ça, moi, j'ai eu l'occasion de dire que, et je parle sous le contrôle de Mme Gudicelli, pour moi, Daesh, ça ne peut être qu'une création. Et quand vous dites qu'ils en jouent, c'est-à-dire qu'ils financent? Oui, il y a des finances et des parrains. J'invite les téléspectateurs à réécouter le discours que le président Sisi, pour lequel je n'ai pas beaucoup de sympathie sur le plan des droits de l'homme et des libertés d'expression et tout ça, a prononcé à Riyad. Il a vraiment mis les points sur les i. Le terrorisme, on fait semblant, certains pays donnent l'impression de le combattre, mais dans quel but? Par exemple, le Qatar, dans quel but le Qatar soutiendrait Daesh? Pascal, on est dans un rapport de force permanent, on est dans une guerre d'influence permanente entre puissance régionale et puissance mondiale, et il n'est pas inadmissible. Mais vous ne répondez pas à la question, dans quel but? Quel est le but pour le Qatar de soutenir Daesh? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Je ne sais pas, des rapports sans doute de puissance. Oui, des rapports d'influence. Par exemple, à un moment donné, sur la crise syrienne, il y avait beaucoup de pays de la région qui ont surinvesti sur des groupes
armés dont on sait leur appartenance et leur filiation avec l'idéologie d'Al-Qaïda ou de Daesh, l'idéologie terroriste. Comment ça se fait que ces pays-là ont investi? Eux, ils avaient comme agenda, comme programme, faire tomber Bachar al-Assad à n'importe quel prix. Et ça a dû aveugler quelques-uns au point de tout faire, y compris de l'investissement financier et humain, pour soutenir et gaver ces organisations terroristes qui ont repris les armes et qui sont devenues incontournables. Ce sont nos alliés d'ailleurs, puisque... D'abord, on a sur le terrain syrien et irakien, on a quand même soutenu un certain nombre de groupes qui étaient financés, des groupes rebelles financés par ces pays-là. Et puis, c'est aussi nos partenaires économiques et nos partenaires stratégiques dans la région. Donc, il y a une cohérence aussi diplomatique, je pense. Pascal, la guerre contre le terrorisme, c'est vrai, on est en train de parler sur le plan de l'Hexagone, sur le plan des raisons qui pousseraient un jeune à prendre les armes et à commettre un attentat contre son propre pays. Mais il faut réfléchir qu'il y a aussi des pays et des organisations qui investissent sur ce fonds de commerce qui est le terrorisme international. Et à un moment donné, il faut dire les vérités. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter pendant la campagne électorale française des présidentielles, il y a eu des gens qui ont dit des choses, qui ont dit des vérités, mais qui n'ont pas encore été suivies des faits. Alors il y a une rencontre. Il y a une rencontre de l'OTAN particulièrement qui va se tenir. Et là, j'espère que ce sera l'occasion de mettre vraiment les vérités sur la table. On va parler de la sécurité. Je crois que la première chose à faire, c'est de gagner la guerre des esprits dans la mentalité des jeunes qui aujourd'hui sont en très grande difficulté dans nos cités. Et il faut que nous réagissions, que nous mettions des politiques en place. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors sur ça, tout le monde est d'accord avec vous. Là, mais qui bouge, oui, Pascal, qui bouge. C'est un temps long. Et on l'a dit hier, mais Emmanuel Macron, manifestement, il a mis au cœur de son programme la culture et l'éducation nationale. Et précisément, moi je retiens un mot du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il faut aimer la France. Absolument. Il faut faire aimer la France. Il faut qu'elle reste aimable. Oui, ça se décrète pas. On peut pas inventer des sentiments. Oui, mais en même temps, on peut pas en permanence expliquer qu'on s'est conduit n'importe comment. En France, si ça a été le cas, je pense qu'il faut le reconnaître. Il faut être cohérent là. Et avancer on ne peut pas expliquer non plus que la France s'est conduite partout dans le monde, n'importe comment, toujours et tout le temps. On peut admettre le fait qu'elle l'a fait et que c'est la raison de la présence d'un certain nombre de Français aujourd'hui en France. Il faut peut-être être un peu plus nuancé aussi. On peut pas. Je veux dire, sur la période de colonisation, forcément, il faut être un peu plus nuancé. On ne peut pas être nuancé sur la colonisation, c'est l'invasion de pays. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez clair. Moi, j'ai pas. On ne peut pas être nuancé sur un phénomène qui est un phénomène d'invasion et de meurtre en masse et de travaux forcés et d'exploitation. Je ne vais pas entamer le débat avec vous parce que c'est pas mon rôle. Oui. Mais il n'y a pas de nuance vraiment à avoir. Mais on peut. Mais quel mal y a-t-il à s'interroger sur notre société? Quel mal y a-t-il à réfléchir qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui? Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas expliquer de manière... Interrogeons-nous d'abord, faisons le processus de mettre à plat et non pas de dire mais pourquoi faudrait-il que nous nous sentions mal à l'aise? Mais je dis pas ça. Je reprends le mot. Il faut, c'est ce qu'a dit le ministre. Il faut que les jeunes Français aiment la France. Mais s'ils se reconnaissent dans la France, je pense qu'ils n'auront pas de mal à l'aimer. Voilà. Le problème, c'est de se reconnaître dans cette France. Mais quelle France aujourd'hui? Il faut juste les aider. Non, mais quand je dis aimer la France, aimer notre histoire. C'est ça que ça voulait dire. Définissons de qu'est-ce que ça recouvre. Il faut les aider à aimer la France. Il faut les aider à aimer la France. Si vous préférez. Bon, on parle de la sécurité. Alors, des témoignages quand même pour terminer qui, évidemment, feront pas plaisir parce qu'ils sont un peu caricaturaux. C'est Mélusine qui dit c'est juste que le modèle multiculturaliste est un échec. Et il y a beaucoup de témoignages de ce genre qu'on peut contester. Oui, parce forcément. que je ne sais pas sur quoi ça se base en fait. Ça veut dire bon, parlons de la sécurité, parce que le général Bertrand Soubelet est là, j'ai envie de dire, pour ça. Et écoutons... pas que. Non, pas que, mais il peut nous expliquer s'il faut plus de sécurité. Écoutons, parce que... Bon, on le disait hier, mais tout le monde est habitué aujourd'hui à ouvrir son sac dans les concerts et dans les salles de spectacle. Écoutez ce micro-trottoir avec le public qui est interrogé lorsqu'il va entrer dans une salle de spectacle et qui admet et comprend ce qui se passe aujourd'hui avec ces mesures de sécurité.
Des choses auxquelles on ne peut pas forcément faire grand-chose. Il faut faire peur un petit peu à l'entrée, mais après, on ne peut pas non plus trop restreindre les choses. Les services de sécurité, ils font ce qui est nécessaire, mais bon, on n'est jamais à l'abri à 100%, quoi. Ça peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment, mais bon, pour autant, il ne faut pas avoir peur, il faut continuer à vivre. On a des policiers, on a des agents de sécurité. En plus, vu que maintenant, ils ont dû être formés ou être bien avertis et bien préparés à des événements comme ça, je suis en sécurité. Vous êtes très nombreux vraiment ce matin à réagir. C'est Muriel Magellan qui dit merci Mustapha Tossa de rappeler que le premier responsable du terrorisme est Daesh et la politique ambiguë des pays limitrophes. Et puis Bernard Abouaf qui dit l'assassin de Manchester est fils de réfugié et on nous culpabilise en disant que le terrorisme est notre faute. Je ne sais pas exactement. Je salue Bernard Abouaf, c'est un ancien journaliste de Radio Shalom, c'est un ancien ami. D'accord. Alors, la sécurité. Bon, est-ce qu'il faut élever les mesures? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il faut changer nos habitudes? Alors, la première chose que je souhaiterais dire en écoutant ces témoignages qui sont extrêmement intéressants, c'est que j'observe que très souvent, il y a un décalage énorme entre ce que les gens disent et ce qu'ils font et ce qu'ils acceptent. De la même manière qu'à un moment donné, tout le monde aimait les policiers et les gendarmes, et puis le lendemain, on les vilipendait sur les réseaux sociaux et on les jetait aux orties. Là aussi, intellectuellement, tout le monde est capable de comprendre qu'il faut monter en gamme en termes de sécurité. Mais quand ça arrive dans la rue et quand ça arrive au moment où il faut le faire, les gens sont peut-être un tout petit peu moins volontaires. Je peux vous le dire, puisque moi j'ai fait ce métier-là pendant 30 ans. Et quand vous en discutez avec les policiers, les gendarmes et des fois les agents de sécurité, ils vous disent que certains de nos concitoyens ne sont pas particulièrement coopératifs quand il s'agit de mettre en œuvre... c'est toujours pour les autres, en fait. Exactement. Voilà, c'est la base. La sécurité, c'est pour les autres. Absolument. Et moi, je vois pas pourquoi. Mais regardez-moi, j'ai pas l'air d'un terroriste. Voilà, donc ça, on entend parfois. C'est une affaire culturelle. Je pense que dans notre pays, il faut que nous prenions conscience et que nous fassions ce cheminement intellectuel de se dire que nous sommes désormais en guerre et que nous avons individuellement des efforts à faire pour augmenter le niveau de sécurité, parce que le niveau de sécurité n'augmentera pas uniquement avec les forces de sécurité. On leur en demande de plus en plus. Le ministre de l'Intérieur a réuni hier les principaux responsables et il a ensuite annoncé un certain nombre de mesures particulières d'augmentation de vigilance. J'observe que depuis 2 ans, nous sommes en état d'urgence, que nous étions déjà en vigilance renforcée et qu'on demande encore plus aux policiers et aux gendarmes et aux militaires qui sont déployés. Je pense que l'exercice a des limites, avec les mêmes moyens, parce qu'on ne peut pas demander à chaque fois d'augmenter sans que les moyens eux-mêmes, humains et techniques, augmentent. Donc je pense que l'exercice a des limites. Je ne sais pas jusqu'à quand les forces de l'ordre vont pouvoir absorber les demandes récurrentes de l'exécutif. Donc il faudrait recruter? Oui, mais ça, le président de la République l'a déjà annoncé. Oui. Disons que... Mais pas que recruter. Bon. Pas que recruter. Ce phénomène, à chaque fois, il y a une couche supplémentaire de sécurité. À chaque fois, on est au maximum de nos capacités. Mais le réflexe, ça va être de dire il faut encore rajouter de la sécurité, alors même que les niveaux de sécurité sont toujours au maximum du maximum. Et mais la sécurité à 100%, on le dit chaque fois, c'est absolument impossible. On est tous, et je le disais hier, on entre au cinéma, on va au sport, etc. On sait tous, on se dit tous, si quelqu'un veut entrer dans l'endroit où je suis et faire un massacre, il peut le faire dans une salle de cinéma comme dans une salle de théâtre. On le sait bien, c'est absolument impossible. Et c'est pour ça que dans votre propos introductif, vous avez dit est-ce qu'il faut continuer à aller au cinéma, les spectacles? Oui, justement, il faut continuer parce que si on change notre mode de vie, ça veut dire que l'organisation terroriste a réussi. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent créer la peur. Ils veulent que les gens ne consomment plus, ne sortent plus, ne vivent plus. Et donc c'est une victoire pour eux. La meilleure des réponses, c'est de continuer à vivre, mais en prenant en considération que ce terrorisme, cette idéologie a un nom, a des symboles, a des endroits, a des territoires, a des financiers, a des parrains, et qu'il faut la traiter sérieusement. Jusqu'à présent, on n'a pas l'impression, malgré toutes les réunions internationales qui ont eu lieu, on n'a pas l'impression que vraiment le phénomène Daesh a été pris sérieusement à bras-le-corps. Écoutez, ce que vous dites est terrible. Oui, c'est parce que si c'est vrai, c'est terrible. C'est vrai, parce que si vous dites que les organisations et les gouvernements nationaux n'ont pas pris la mesure de Daesh,
Il y a du déclin. Une mesure qui est militaire, Oui. mais ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, à savoir que c'est très complexe, parce qu'on a aussi des puissances qui contribuent à l'expansion de Daesh. Donc il y a un jeu régional qui contribue précisément à ce que Daesh se réimplante ailleurs, se développe autrement. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, la problématique n'a pas été traitée dans l'ensemble de sa complexité. Rokhaya Diallo, pour conclure, 10 secondes. Alors, c'est très rapide, mais je pense aussi qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on ne renonce pas à nos valeurs sous prétexte de sécurité. On est sous état d'urgence depuis un temps qui est extrêmement long. L'état d'urgence était un état d'exception initialement. Il y a eu énormément d'assignations à résidence, de perquisitions. Il a été détourné, l'état d'urgence, lors de la COP21, lors des manifestations contre la loi travail. Donc, on a été dénoncé par par des experts des Nations Unies, par Amnesty International, par Human Rights Watch. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ce... Et la commission parlementaire sur le terrorisme qui a dressé un rapport en juillet dernier a dit que c'était pas forcément le moyen le plus efficace de lutter contre le terrorisme. Donc il y a des victimes de l'état d'urgence aujourd'hui en France. Je ne doute pas que vos propos feront réagir, forcément. On parle de ressentiment. Je pense qu'il y a des victimes de l'état d'urgence qui ont été injustement assignées à résidence alors qu'elles n'étaient pas impliquées dans des actes de terrorisme. Je ne doute pas que vos propos fassent J'imagine réagir, bien. mais c'est là, mais c'est terminé. Il faut qu'on revoie nos lois. Je suis d'accord avec vous, mais déjà. c'est terminé et l'info se poursuit sur CNews.